Espoir avec le frère Benjamin Moulamba. Donc, nous sommes ensemble avec vous, mesdames et messieurs. Et il y a encore de l'espoir. Alors, Julie Sefou vient également de faire son entrée. Julie, ça va? Ça va. Bonjour, chère Julie. Oui, ça Bonjour, va. tonton Lézy. Bonjour à vous, madame, messieurs. Tonton président. Tonton président. Tu feuillettes? Oui, Étienne Tshisekedi, entretien avec la presse. Ok. Ouais. Alors, avant de parler de notre thème d'aujourd'hui, donc nous rendons hommage à M. Étienne Tshisekedi. On va d'abord lire ses communiqués nécrologiques parce que nous aussi, à Biwa, nous pleurons notre papa qui nous a quittés. Il s'agit donc de papa locaux. Alors, en ce qui concerne le programme, retenez que la levée du corps de notre papa locaux est prévue donc pour demain, samedi 4 février. Et le corps sera exposé à la résidence familiale sur l'avenue Bassankoussou au numéro 222. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Alors, vous avez connu papa locaux, vous connaissez également notre confrère Stone locaux. Venez et ensemble, pleurons avec la famille locaux, rendons hommage à notre papa locaux qui nous a quittés. Donc voilà, j'espère que Toubiwan sera là demain et le dimanche, nous serons là, Stone pour toi. Alors nous présentons encore une fois nos condoléances à toute la famille locaux. Merci, toutes nos condoléances à Stone et à toute sa famille. Chère Julie, nous allons commencer la discussion, hein. C'est une discussion finalement que l'on a le vendredi ici, avec les deux invités qui sont les premiers en face de moi. C'est le député d'abord Patrick Mouyaya. Monsieur le député, bonjour. Comment allez-vous? Et de l'autre côté du canapé, à l'autre extrémité, nous avons Monsieur Jimmy Chauveau, que l'on a déjà reçu ici une fois, qui est un entrepreneur. À l'époque, nous avons parlé de Donald Trump et d'Hillary Clinton. C'était en pleine campagne électorale. Et je me souviens que Jimmy avait pronostiqué la victoire de Trump. Il a donc une certaine légitimité pour parler de l'actualité, vu que ses prédictions s'avèrent être vraies. Alors derrière, nous avons une partie de les journalistes l'équipe. maison, il y a Mathimou Lopo, il y a Pascal, il y a Bénédicte. Hein, voilà, Bénédicte Kalingai qui est là également. Et ensemble, nous allons parler d'Étienne Tshisekedi qui finalement, comme tu l'avais dit, hein, c'est presque toutes les générations qui connaissent. Hein. Oui, c'est le yaya de tout le monde. Les yaya, les papas, les grands-pères, les présidents. Bob Kaban aussi a moyen de nous aider avec à notre micro. Ce serait bien. Ouais. Alors, vive Étienne Tshisekedi. On peut prendre d'abord le dossier avant de donner la parole à nos invités. Oui, j'imagine bien. Voilà, le parcours d'Étienne Tshisekedi. Le monde d'aujourd'hui est devenu un village. Chaque fois qu'un membre de ce village souffre, tout le reste du village doit rester solidaire. La nouvelle de sa mort s'est répandue comme une onde de choc. C'est dans la soirée du mercredi 1er février que l'information a finalement pris corps. Tshisekedi est mort. Tshisekedi s'est éteint, comme on peut le lire dans les unes des journaux parus à Kinshasa. Son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, a confirmé l'information dans un communiqué officiel rendu public plusieurs heures après le décès de son président national à l'hôpital Sainte-Élisabeth à Bruxelles, en Belgique. Le service délimité, comme il se faisait appeler, a quitté Kinshasa le 24 janvier dernier pour un contrôle médical. Évacuation ou simple voyage, l'information avait suscité une vive émotion dans l'opinion publique. Lui qui, l'an dernier, effectuait un retour triomphal à Kinshasa après quelques années passées sur son lit d'hôpital à Bruxelles. Étienne Tshisekedi regagne la capitale pour conduire son parti au dialogue national. Contre toute attente, les leaders de l'UDPS récusent les facilitateurs lors de son meeting du 31 juillet 2016. Après son boycott du dialogue facilité par le Togolais Dem Kodjo, Chichi accepte enfin d'envoyer ses lieutenants aux discussions directes sous la médiation des évêques de la Senko qui, du reste, ont reçu mandat du président de la République Joseph Kabila. Sa lutte et son combat pour la défense de la démocratie lui ont valu près de 40 ans d'exercice. Collaborateur de première heure du maréchal Mobutu, Tshisekedi se retourne contre les dictateurs et se range dans une opposition farouche. Nommé plusieurs fois Premier ministre sous Mobutu, l'opposant bat le record des brièvetés à la tête du gouvernement. Son opposition traverse les âges.
Il s'oppose tour à tour à Mzee Laurent-Désiré Kabila et à Joseph Kabila qu'il affronte lors de la présidentielle de 2011. Désigné président du Conseil national des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre à la faveur des négociations directes au centre interdiocésain, Étienne Tshisekedi s'éteint à 84 ans sans assurer les suivis de ce processus. D'aucuns s'interrogent déjà sur l'avenir de son parti l'UDPS et de la plateforme du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement dont il était le président du comité des sages. L'on se souviendra qu'en 2011, quelques mois avant les joutes électorales, les vieils opposants diminués et affaiblis par la maladie lançaient à ses pairs de l'opposition regroupés autour de lui un appel à l'unité. Nous allons rester unis et restons fermes dans notre détermination qui est la seule attitude qui fasse le bonheur du peuple congolais. Seul ce message à l'unité ce jour pourra garantir la survie des organisations politiques qui ont cru aux idéaux de ces personnages. De retour, cher Dorcas. Alors, on va tout de suite commencer à parler de ce qui nous inspire, de l'image que l'on retient chacun d'entre nous, parce que c'est une figure qui nous accompagne, comme je l'ai dit en préambule, cher Dorcas, depuis 1960, et même peut-être un peu avant. Donc, Patrick Mouyaya, vous êtes député, vous êtes un député lumumbiste, on va peut-être un peu rentrer après dans les détails de l'histoire, et c'est un clin d'œil assez drôle, important, qu'un député lumumbiste vienne ici nous parler, un peu rendre hommage à Étienne Tshisekedi. Mais on expliquera un peu après pourquoi, pour ceux qui ne maîtrisent pas la chronologie de l'histoire. Quelle est la première image qui vous vient quand vous pensez à Étienne Tshisekedi ? D'abord, c'est l'occasion de profiter du plateau qui est le vôtre, qui l'honore, qui honore sa mémoire, pour présenter les condoléances d'abord à sa famille biologique, mais ensuite à sa famille politique. Étienne Tshisekedi est un père pour tout le monde. Je crois que nous avons perdu il y a quelques mois Papa Wemba. Je crois qu'il représente un peu ce qu'il a été dans le parcours politique. Je ne voudrais pas ici revenir sur l'histoire, puisqu'il y a toujours un début dans un parcours, mais les plus importants, et c'est ce que nous, peuple congolais, devons garder de la mémoire de Papa Tshisekedi, c'est ce qu'il a combattu les bons combats pour l'avènement de la démocratie. Puisque dans un parcours, vous savez, quand vous avez un père et que ce père décède surtout, le temps n'est plus à dire papa était plus gentil avec Dorcas ou avec Jean-Pierre. Le plus important maintenant, c'est la part de l'héritage qu'il lègue et de quelle manière on peut se l'en approprier, puisque la finalité de toute action politique, quelle que soit votre tendance, lumumbiste, tshisekédiste, lésiste, tchouviste et tout le reste, c'est le changement, c'est le bien-être. C'est la démocratie, c'est le respect des droits de l'homme, c'est l'émancipation de la société. Je crois que je veux rester sur ces registres-là, puisque c'est les registres qui nous unissent tous. J'ai peur que des mouvements politiques naissent. Les tchibistes et tout ça. Alors Jimmy, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve sous un autre contexte, après les présidentielles aux États-Unis avec Trump qui fait ce qu'il est en train de faire. Mais aujourd'hui, nous rendons hommage à Tshisekedi. Pour vous, quel est l'héritage de Tshisekedi? Pour moi, l'héritage de Tshisekedi est, de toute façon, ce sur quoi on est tous d'accord, que c'était un grand homme. Aujourd'hui, Tshisekedi ne mourra jamais. Parce que Tshisekedi restera éternellement dans nos vies par rapport à ce qu'il a fait, dans notre espace politique, par rapport à son combat, dans nos mémoires, par rapport à ce qu'il a pu emmener chez cette jeunesse comme espoir. Parce que moi, dans les années 90, et c'est pour ça que c'est grâce à ces gens que, personnellement, j'ai choisi d'étudier la politique, parce que c'est ce que j'ai fait à l'université. Et c'est parce que j'étais complètement emporté dans l'union sacrée, radicale, l'USORAL, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce grand homme qui était Tshisekedi, nous sommes là pour
parler de lui. Mais j'aimerais quand même, parce que bon, je suis fidèle à moi-même. Il y a Tshisekedi, et je m'associe à sa famille, parce que c'était un père de famille, un chef de clan, un papa, un grand-père. Je m'associe à leur peine aujourd'hui, et je leur présente à la famille mes condoléances les plus attristées. Et je réitère encore que nous avons perdu un des plus grands hommes que la République démocratique du Congo a pu connaître à ce jour. Merci. Moi, je voulais poser une question aux invités. Pensez-vous qu'après Tshisekedi, c'est une question juste de curiosité, hein, quand on parlait de l'opposition directement ici en République démocratique du Congo, c'est l'image de Tshisekedi qui venait directement. Pensez-vous qu'après sa mort, on pourra toujours parler de l'opposition? Bon, d'abord, il faut... Tu veux l'opposition radicale ou tu relativises, hein? Mais d'abord, il faut faire une analyse complète du contexte politique dans lequel nous sommes pour arriver à dire si oui ou non il y aura... Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que tous ceux qui ont pu, dans les derniers mois, se mobiliser fortement derrière le président Tshisekedi étaient, puisqu'ils adhéraient forcément aux idéaux de l'UDPS, non? Puisque la personnalité qui représentait, l'image qu'il incarnait, cristallisait un combat politique sur des décennies. Peut-être que si on avait élection et que le vieux était candidat, peut-être qu'il n'obtiendrait pas toutes ces voix-là dans l'hypothèse d'une élection. Donc, les gens ont voulu, pour le combat, pour le respect de la Constitution, avoir une icône, et c'est Tshisekedi qui l'a représenté pour tout ce qu'il a été. Et moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, l'esprit qui a guidé justement cette volonté populaire de voir la Constitution respecter les élections tenues va disparaître. De toute évidence, les hommes passent, les institutions restent, et les combats qui est mené ici, c'est un combat populaire. Bon, après, quand vous avez un Baoba qui décède, il y a forcément des moments de transition, il y a forcément des moments de turbulence, mais je ne crois pas ici que la volonté manifestée par le peuple congolais d'arriver aux urnes et de renouveler l'équipe de ses dirigeants va s'ébranler avec la mort du patriarche Tshisekedi. Oui, alors j'ai une question à poser, peut-être je reformule juste ce que Dorcas venait de poser, cette fois-là à Pascal Kambala, parce que l'image parle. À le voir, on croirait que c'est quelqu'un de l'UDPS, justement. Il a bien illustré aujourd'hui l'esprit un peu des combattants. Pascal, rebonjour. Hein. Bonjour. Alors Pascal est trop en contact avec des politiciens, hein, des opposants et tout. C'est surtout lui l'homme orchestre ici, en ce qui concerne le duplex, tout ça, pour nos journaux. Donc, il a des choses à dire. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que déjà Tshisekedi n'est plus, or, à ce que je sache, c'est comme si l'héritage n'était pas encore formellement verbalisé. Disons-le nous comme ça. Est-ce qu'on doit repenser aujourd'hui notre position? Oui, non, pourquoi, comment? Merci beaucoup. Il y a une chose que nous devions comprendre. Tshisekedi a défendu les valeurs démocratiques. À l'UDPS, ce sont des valeurs. Premièrement, statutairement, il faudra que le Congrès se réunisse pour choisir un nouveau président de l'UDPS. Mais entre-temps, c'est le deuil. Ce sont les valeurs. Et à l'UDPS, il y a les parlementaires debout. Il y a plusieurs forces qui sont là-bas, qu'on ne voit pas, mais qui militent pour la défense de la démocratie. Il y a les parlementaires debout, il y a les forces de progrès, il y a les Tshisekedistes, il y a les mouvements Tshisekedistes, il y a des gens qui défendent les idées du Tshisekedi. Donc, ça dit que... Des badauds aussi. Non, pas des badauds. C'est qu'il y a une force... Il y a des gens qui ont cru à l'idée, aux valeurs défendues par Etienne Tshisekedi. Rappelez-vous à la conférence nationale souveraine, quand Tshisekedi parle, je suis contre les anti-valeurs. Ça a galvanisé la salle. Tshisekedi dit nous devons aller vers la démocratie. Il faut aujourd'hui nous portons la cravate. Il y a toute une histoire. Le Monieri, c'est une histoire. La veste, c'est une histoire. Aujourd'hui, Madame Gili, avec la jupe, c'est une histoire. À l'époque. Avec nos pantalons, les mamans, le pantalon. Il y a toute une histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les valeurs vers la démocratie. Vous vous rappelez-vous, pendant la Deuxième République, nos mamans ne pouvaient pas être jolies aujourd'hui. Donc, la jolie était... Non, c'est-à-dire que plus... Attends. Il y a moyen de le dire autrement. Oui, Aujourd'hui, comparer nos mamans, porter, vous voyez, c'est plus classe, mais bling bling, c'est aujourd'hui. Je dis bien bling bling, c'est aujourd'hui.
Parce que aujourd'hui, en cas, je vous rappelle, madame, à l'époque, c'était dur. Hein, c'était dur. Nous, en fait, moi, j'ai vécu à Bandal. J'ai vu comment les gens de l'UDP, je pense à la famille Kanana Chongo, le feu Kanana Chongo. Sur la même avenue, habitait aussi Kizenga, l'avenue Kimbanza. On venait tabasser ce papa-là qui était membre de l'UDPS par les gens de la CNRI. CNRI, ça nous dit encore quelque chose. C'était les services de renseignement. Donc, pour moi, Tshisekedi, ce sont les valeurs. À l'UDPS, l'opposition, ce sont les idées. Nous pouvons incarner. Vous savez, il y a une autre chose, c'est la justice élève une nation. Si nous ne sommes pas fondés sur les valeurs, ça ne sert à rien. Maman Dorcas est mieux placée pour expliquer cela. C'est biblique. C'est une nation où il n'y a pas de la justice. Nous sommes vraiment nuls. Donc, le remplacement d'Etienne Tshisekedi, ce n'est pas facile de le remplacer, mais il y a des gens qui sont là et qui vont militer pour les valeurs. On va passer la parole à Mathie Moulobo. Mathie. Sur ta préoccupation, Lézy. Ma préoccupation est celle-ci. J'ai écouté Jimmy, j'ai écouté Pascal. Pascal a dit quelque chose de très important. Nous sommes tous ici, je pense, des enfants de la Deuxième République. Nous avons vécu... Non, Kosé Kalante, Julie, je vais chuter. Regarde. Nous sommes tous des enfants de la Deuxième République. Nous avons vécu cette Deuxième République et nous nous en souvenons. Il faut se souvenir du contexte. Moi, je me rappelle de cette photo qui est la première manifestation de violence terrifiante dans mon enfance que je vois. C'est Etienne Tshisekedi sortant entouré de sortant d'une salle, d'une maison, entouré de deux sbires. Yes. Avec on la le chemise prend en sang, par un des ceinture. sbires avec une matraque. Oui. Il venait d'être malmené et moi j'ai grandi dans une maison sympathisante de l'UDPS, pas militante mais sympathisante. Et c'est la première fois que j'avais affaire à une photo avec une telle violence. J'étais assez marqué, je devais avoir 4-5 ans. Donc le contexte, là où Pascal parle des valeurs, le contexte était difficile. Moi, je voudrais poser une question à Mathie et donner la parole à Jimmy après. Etienne Tshisekedi était un homme dur, bien ancré sur ses valeurs et s'exprimer une sorte de dureté, d'intransigeance peut-être. Peut-être qu'intransigeance est le mot plus adéquat. Est-ce que c'est cette intransigeance-là... Même si on l'a atténué à courage depuis qu'il est décédé, on dit qu'il était courageux. Mais je pense que ça va de pair. Hein. Est-ce que cette intransigeance-là, c'est ça qui l'a fait rentrer dans l'histoire ? Et si c'est pas ça, quelles étaient ses autres qualités ou peut-être ses autres défauts qui font que c'est l'homme qu'il est dans notre conscient collectif? Merci pour la parole, Lézy. Etienne Tshisekedi, c'est un grand. Moi, je pense que le courage, c'est ce qui fait l'homme. C'est le courage qui a façonné Tshisekedi. Il a beaucoup lutté. Et pour lutter, il faut avoir du courage. Parce qu'avec tout ce qu'on rencontre, surtout dans le milieu politique, en tout cas, il faut avoir du courage et de la patience. Et c'est ce que Tshisekedi avait. Et il a lutté jusqu'au bout. Et moi, je pense que c'est un grand héritage que Tshisekedi a laissé aux fils et filles du pays. Donc, il faut lutter parce que, comme disent les opposants aujourd'hui, la lutte libère. La lutte libère, mais est-ce que la même lutte, parce qu'on connaît aussi d'Etienne Tshisekedi, un pacifiste, un pacificateur. On l'a vu, n'est-ce pas? Les gens attendaient souvent des mots d'ordre, mais qui n'arrivaient jamais. Parce que lui pensait qu'il fallait y aller par devoir pacifique. Mais est-ce que la façon aujourd'hui de faire de certains militants, de quelques groupuscules, hein, de façon même isolée dans certains coins, rejoignent justement cette façon de voir les choses d'Etienne Tshisekedi? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que sa façon de faire a en fait ouvert beaucoup de choses aussi. Sa façon de faire a aidé. Moi, je pense, ça n'engage que moi. Parce que je suis journaliste, je connais quand même comment ça se passe. Je pense que c'était un bon chemin. Et moi, je pense qu'il faut continuer dans ça. Il faut être pacifique, il faut vraiment agir dans le calme, au fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des choses sur lui, peut-être qu'ils ne voyaient pas réellement. On suivait juste le vent
comme ça peut nous emporter. Mais je pense que le calme, c'est le meilleur moyen. Bénédicte Kalengai. Alors, Bénédicte vient, j'allais dire, défendre, soutenir cette publication. Étienne Tshisekedi entretient au pluriel avec la presse. J'ai juste la dernière phrase de cet ouvrage, mais il n'en reste pas moins vrai que Tshisekedi a marqué l'histoire de l'Afrique des années 80 et qui servira à la postérité de modèle de combattants de la liberté. Au fait, c'est un résumé, un condensé de ces entretiens avec la presse, et c'est avant 2011, et dire que ce livre n'a pas encore été publié formellement. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il regorge? Voilà, bonjour Julie Sifou, bonjour Maman Dorcas et bonjour Lézy. Et en parlant de ces livres, entretien avec la presse, tout simplement parce que déjà, Tshisekedi était un ami de la presse, c'était vraiment un ami à nous. Et on peut dire comment n'est pas parler de l'opposant historique qu'il était, comment n'est pas parler du combattant qu'il était. Voilà pourquoi l'auteur a écrit ces livres depuis. Parce que tout simplement, il suivait Étienne Tshisekedi depuis un moment et il voulait en quelque sorte l'honorer à travers ses livres. Et ce livre devrait normalement sortir le 15 de ces mois, date qui était prévue, le retour d'Étienne Tshisekedi. Malheureusement, il est mort et là, le livre est sorti. Donc, voilà. Alors, on se demande que ferait Dieudonné Ilunga Punga. Est-ce qu'il le sortirait à cette date-là pour bien honorer la mémoire du Sphinx de Limété? Enfin, il nous dira. Il nous le dira, et je sais pourquoi il avait choisi le 15 février. Au fait, c'est le 15 février que l'IDPS, finalement, avait vu le jour. Hein, donc, ça voilà. Aussi. Bon. Il avait fait ses calculs, hein, Dieu en a décidé autrement, mais nous on encourage. Peut-être que dans les jours à venir, on aura à recevoir. Comment il s'appelle encore, Julie? Dieudonné Ilunga Punga. Peut-être on aura à les recevoir. Tu avais une question pour Thierry? J'avais une question pour Jimmy et ensuite pour le député Mouyaya. Monsieur Chauveau, le parcours d'Étienne Tshisekedi, c'est un parcours riche, c'est un parcours long, avec une trajectoire qui n'est pas une trajectoire linéaire. Étienne Tshisekedi est le premier docteur en droit de la République démocratique du Congo. Il accompagne l'écriture du premier manifeste de l'Ansele avec un premier couac avec Mobutu, parce que l'histoire dira qu'il était plutôt pour le bipartisme et Mobutu, de manière unilatérale, était contre, ce qui a commencé à provoquer une cassure. On en arrive, j'ai fait référence au début à la difficile relation avec des lettres que l'on a pu lire, que Étienne Tshisekedi envoie à l'empereur Mulopwe Kalonji en parlant du crapaud, Lumumba, n'est-ce pas? Donc c'est pas un parcours linéaire, c'est le parcours de quelqu'un qui accompagne son pays avec parfois une vision et des postures contrastées. Quand on réfléchit un peu à ce parcours, Jimmy d'abord et Patrick ensuite, qu'est-ce que vous retenez de cette trajectoire, de la séquence, disons? D'abord, j'aimerais recadrer quelque chose, parce que c'est important de le dire. Nous avons eu Tshisekedi comme père, papa, notre grand-père, une personne que l'on connaissait dans la ville, les enfants que nous connaissons. Et nous avons Tshisekedi comme homme politique. Okay. Le parcours de l'homme politique, et je vais dire, j'ai rencontré un jour quelqu'un, c'est une anecdote, son père était... j'ai dit, vous avez peut-être eu un bon papa, mais je crois que nous avons eu un mauvais ministre. Donc ça voulait dire que il faut dissocier les gens dans leurs époques, leurs fonctions et ce qu'ils sont. Il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, de l'intransigeance, non. Moi, je dirais de l'obstination. Monsieur Tshisekedi, c'est quelqu'un qui, je crois qu'il a défié... s'il y a un appareil qui peut mesurer le stress et ce qu'on appelle la résilience au stress, je crois que ce monsieur devait avoir cet appareil dans lui. Parce qu'il a résisté à tout.
il est resté fidèle à lui-même. Il est resté constant toute sa vie. Au mépris de sa vie, il a perdu des collaborateurs, il a tout perdu, un peu comme Trump. D'ailleurs, ça, ce sont des gens que en passant, un parallélisme à remettre en cause. Oui, hein. Ouais. Mais finalement, c'est ça l'homme. C'est quelqu'un qui est resté égal à lui-même. Dans les années 70, il a eu une fonction et il l'a accomplie pleinement. Il ne s'est pas rébiffé. Peut-être qu'après le massacre de Katelekai, où il y a eu les creuseurs de diamants qui ont perdu leur vie, ça l'a fait réfléchir. C'est un homme. Chacun revient à une certaine forme de bon sens et choisir un combat. Bon, maintenant, comment parle-t-on de démocratie et d'alternance quand au sein de votre parti, pendant 28 ans, il n'y a aucune alternance? Vous savez, c'est des choses qui, finalement, on peut parler. Je peux dire, moi, Jimmy, je suis grand. Mais ceux qui me voient ont le droit de juger. Le parcours de Tshisekedi, sous Mobutu, c'était un buffle. Sous Kabila père, il observait. Sous Kabila fils, il a voulu relancer. Ce qu'il a fait, mais c'était 3 personnes dans 3 décennies différentes. Aujourd'hui, la fonction d'un père, on a tous grandi avec des parents, c'est maman qui était méchante, mais quand elle devient grand-mère, vous avez l'impression qu'avec les petits-enfants, c'est devenu quelqu'un d'autre. Donc, selon parce que le monde a changé aussi, hein. Nous sommes entrés dans la mondialisation, dans la globalisation, il y a des choses qui se faisaient, qui ne se font plus, et c'est vraiment difficile pour moi, même en faisant une analyse politique froide, de pouvoir dire là où il était bon, là où il était mauvais, ce qu'il aurait dû faire ou pas. Ce que les gens font, mais je ne le ferai pas. Mais ce que je sais, c'est que concernant la personne, il a parlé de démocratie, il s'est battu pour la démocratie, mais je n'ai pas eu vraiment l'impression que la démocratie est entrée dans l'UDPS. Parce que quand on regarde le parcours de l'UDPS, avec les autres qui l'ont quitté, l'USORAL, comment elle a explosé, et même l'ascension de certaines personnes, le groupe des caciques autour de lui, on se dit, bon, écoute, est-ce qu'aujourd'hui on peut aller imposer la démocratie chez le voisin alors que chez soi, on peine à le faire? Bon, le bilan est mitigé, je dirais. Monsieur Mouyaya, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça dépend, hein, puisque beaucoup de choses ont été dites ici. Mais il faut situer l'homme dans le temps et dans l'espace, puisque moi, quand j'observe la marche vers la démocratie, c'est une marche qui dure de centenaires. Aujourd'hui, on parle de Donald Trump ici, mais Donald Trump, en Amérique, on parle de démocratie depuis 241 ans cette année. Depuis 1776. Nous, on en parle depuis 1960. Donc, il y a un parcours qu'il faut accomplir. Ce n'est pas une excuse pour dire que nous devons prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais il faut regarder les contextes dans lesquels on a évolué. Puisqu'on parle de l'UDPS, l'UDPS et les PALU, ce sont les plus vieux partis de ce pays. C'est aussi des partis qui sont des partis où le pouvoir revient effectivement à la base. Je veux vous faire un rapide commentaire sur mon constat. D'abord, comme journaliste. J'ai oublié la BACO. D'abord, député. J'en arrive. D'abord, on sent les Nékongo derrière, hein, mais bon, de toute façon, la BACO n'a pas connu les mêmes parcours, j'allais dire, que l'UDPS ou le PALU. Je veux vous faire part de mon constat d'abord en tant que journaliste. Et un peu plus tard, même comme député national. Dans ce pays, nous avons 3 ou 4 types de partis politiques. Les premiers types de partis politiques, ce sont des partis politiques qui sont dirigés par des personnalités historiques, qui ont porté des combats. Et il y en a 2, le PALU, depuis 1964, et l'UDPS. Dans ces partis-là, vous avez des gens à la base qui cotisent, qui se sentent, disent, bon voilà, c'est notre œuvre commune. Ils le font, ils s'engagent, ils se mobilisent pour un rien. Ensuite, vous avez, avec la guerre que le pays a connue, vous avez des partis qui sont nés pour le besoin de la marmite. Je m'explique.
il y avait un besoin de partage du pouvoir après Sun City, des mouvements rebelles, l'ex-gouvernement. On avait besoin des cadres pour gérer les pays. On n'avait pas besoin de recruter des militants à la base, de commencer une philosophie politique. Et donc, lorsqu'on crée les PPRD créés pour les besoins d'exercer des pouvoirs là, les MLC et tout ce qui vient avec. Je vous épargne de la suite, puisqu'il y a des partis des mallettes, des partis qui ont pour base la télévision. Bon, bref, ça, c'est le constat. Donc, c'est pour situer, quand on parle de la démocratie, c'est vrai que le vrai moteur démocratique doit venir des partis politiques. Mais lorsque dans un pays comme le Congo, qui a eu le parcours politique et historique qu'il a eu, vous avez des personnalités comme Tshisekedi ou Gizenga, ça vaut la peine de vous dire, il faut laisser les vieux nous guider. Ça vaut la peine de nous dire, il faut laisser les vieux nous encadrer, puisque eux, ils ont une certaine boussole au-delà de nos comportements qui sont les nôtres. Et donc aujourd'hui, pour faire court, quand on évoque Tshisekedi, moi je veux retenir l'homme dans sa... C'est un homme complexe. C'était l'homme qui a dit non au meilleur processus électoral qu'on n'a jamais eu ici, depuis 2006. Tout le monde y avait souscrit, lui a dit non. Nous avons vu un peu au début du mandat, j'étais au bureau provisoire de l'Assemblée, il a dit non. Et vous voyez qu'il y a des questions politiquement insolvables, entre guillemets, notamment la paternité du groupe parlementaire de l'UDPS, c'est des débats qui sont en cours. Mais l'homme, il avait ses choix. Il est resté tel. C'est tout ça qui fait de lui, Papa Tshisekedi, c'est tout ça qui fait qu'on les vénère. Et donc, à mon avis, il faut garder plutôt de lui les idées, les combats pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. Que devient le rassemblement, selon vous, concrètement? Un rassemblement déjà décapité, dépourvu déjà de l'adjoint de Tshisekedi. Moi, de Simba avait précédé. C'est quand Tshisekedi meurt qu'on se rend compte que l'adjoint l'avait déjà précipité. C'était précipité, l'avait avancé au-delà. Ben maintenant, on fait quoi du rassemblement? Hier, j'étais encore en train de tweeter en disant que quand vous avez un certain âge, il faut penser aux générations à venir. Aujourd'hui, vous êtes en train de poser une question capitale. Que devient le rassemblement? En un mois, ils ont perdu leur président et leur vice-président. Est-ce qu'ils ont prévu des processus de... les présidents ont été élus, ils sont venus par arrangement, je ne sais pas. Et toutes ces questions nous emmènent à une chose, l'impréparation. Ok? L'analyse, quand elle n'est pas bien faite, la conception, le développement, l'implémentation et l'exécution sont biaisés. On parle de rassemblement aujourd'hui, c'est un peu comme l'honorable a dit, le rassemblement c'est quoi? C'est un parti? Est-ce que c'est un groupe de gens? C'est un groupe de gens qui se sont mis ensemble pour contrecarrer, je ne sais pas, pour conquérir le pouvoir, parce que ce sont des partis politiques. Ben, ils vont, de la même façon qu'ils se sont choisis un président et un vice-président, ils vont se choisir un nouveau président et un nouveau vice-président. Mais quand on regarde la façon dont les choses sont faites, on peut se dire qu'il faut que la jeunesse soit prise au sérieux. Parce que, je peux vous dire une chose, je ne suis pas un prophète de malheur, mais... Oh, vous voulez parler de mauvaises choses. Mais... Écoutez, on ne rajeunit pas. Et quand on regarde l'âge moyen de dirigeants de cette plateforme, c'est 65 ans. Alors qu'on est dans un pays où on vit... Mais on dit que c'est l'expérience. Ils ont l'expérience. Chère Julie, pour compléter ce que Jimmy dit, a inventé, c'est le père de la psychanalyse, il a inventé parmi plein de notions ce qu'on appelle le fait de tuer le père. Il a pris l'exemple de Brutus et de César à l'époque. Brutus rentrant dans le Parlement romain, poignardant son père pour prendre le pouvoir. Eh ben, à la lumière de ce que vous dites, moi j'ai l'impression que, comparé à ce modèle occidental, nous les Africains, on est complètement on est le contre-exemple de ça. C'est-à-dire que, je vais y arriver, c'est-à-dire que on ne tue jamais le père. Le père doit mourir d'abord. Et puis avant qu'on commence à s'organiser, avant qu'on commence à réfléchir. Oui. Le père
Je vais vous donner la parole. Le père doit mourir de sa belle mort d'abord, et quand il est mort, quand on l'a enterré, il arrive au paradis, quand il arrive au paradis, quand il était jugé par le Père et le Christ, là on dit bon, maintenant il va falloir commencer à penser à où on va aller sans lui. Votre propos m'appelle 2 commentaires. Excusez-moi d'intervenir sans que vous ne puissiez me donner la parole. Vous êtes là pour ça. Puisque principalement, lorsque vous dites qu'il faut commencer par tuer les pères, de quoi parlez-vous? De quel père parlez-vous? Vous parlez du père physique ou vous parlez du père en termes des idées? Ça fait les idées, mais ça peut considérer avec le physique. En termes des idées, puisque si vous regardez l'approche... Justement, j'en arrive. Je crois que de ce point de vue, en tant que journaliste, nous sommes un peu historiens du présent. Même si je viens de lire dans la bande passante, on dit qu'on n'est pas assez outillé pour parler des Tshisekedi, mais bon, nous avons vécu un peu sous son influence à certains égards. Mais prenons l'exemple du président Kabila. Quand vous regardez les angles qu'il a pris à son arrivée au pouvoir, c'est totalement différent des options qui étaient celles de son père quand il était au pouvoir. C'est un exemple. C'est un exemple en termes... Le deuxième commentaire que votre propos m'appelle, ou les inquiétudes exprimées par mon ami de gauche ici, moi je vois les choses autrement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'avant-plan du combat très violent dans la symbolique, entre le Wumela et les Yebela, dans tous les camps, il y avait des jeunes qui étaient mis en avant. Il y avait des jeunes, aujourd'hui, vous voyez un peu les foisonnements de mouvements citoyens, vous voyez les ligues de jeunes des partis au pouvoir, comment elles sont redynamisées. Ça veut dire que dans tous les bords, il y a un besoin de dire, bon voilà, pour ces combats, les jeunes sont là. Mais puisqu'il y a des combines ou des calculs politiciens qui dépendent un peu des acteurs, c'est ce qu'il y a. Mais aujourd'hui, moi, je suis sûr que ça soit sur le bord du rassemblement ou du côté de la majorité, il arrivera un moment de maturation. Tout dépend maintenant de la responsabilité du rôle que nous, les jeunes, nous voulons vous jouer. Puisque quand vous venez faire la politique, madame, c'est un combat. C'est un peu le combat, j'étais en débat avec les femmes justement, l'implication des femmes en politique. En politique, on ne se fait pas de cadeaux. Vous venez en politique, c'est une compétition, vous amenez des idées, vous vous battez, vous êtes sur terrain et vous vous imposez. Nous, on ne doit pas attendre, bon, vieux Anabakani, Sabi, sauter, petit bozoa, jamais. Il vous donnera une partie. Et moi, je suis encore plus choqué une fois. Je vais terminer par là. Une fois, j'ai fait une émission avec Feza ici sur Digita et sur Biwan. On parlait des femmes. Je dis, mais moi, je suis choqué. Je suis choqué de voir, on dit 30% ou 50% de quotas réservés aux femmes. Mais pourquoi, mon Dieu, on doit plafonner les ambitions de femmes à 50%? Ça veut dire que dans ce pays, on ne peut pas avoir 70% de femmes qui nous dirigent. Pourquoi? Heureusement que nous, on est à 4 contre 4. Bon, non, mais... heureusement. Vraiment. Oui, non, mais j'aimerais quand même dire quelque chose avant de vous passer la parole. J'interviens aussi sans qu'on m'accorde la parole. Mais finalement, dans ce pays, c'est qui un jeune? Est-ce que quand on a 42 ans, 43 ans, on peut se considérer comme étant un jeune? Mais si on n'avait pas encore commencé, au moment où on commence, c'est ça, en fait, le problème, c'est que le mal est tellement profond. Quand vous regardez Sarkozy, qui était le président de la France, à 22 ans, il représentait la jeunesse. 22 ans. Aujourd'hui, un jeune homme de 22 ans, quand vous lui demandez ce qu'il va faire, à part vendredi soir, ce qu'il doit faire, il ne sait pas. Il sait pas. On est dans un pays où... propose quelque chose, on lira moi Nazela. Mais déjà, mais il y en a aussi, excusez-moi, il y en a aussi qui, à 20 ans, ont des idées, mais lorsqu'ils viennent pour un proposant, on dit que tu as quelle expérience? Oui, quelle expérience? On nous parle de l'expérience. Je suis désolé, puisque moi, je prends mon propre exemple. Nous sommes en octobre 2006, à la veille du 2e tour de la présidentielle. J'en arrive, puisque si vous parlez en termes de représentativité... Et vous êtes tombé sur les bonnes personnes. Je suis désolé, peut-être que les vieux ne sont pas aussi représentatifs de tous nos vieux. On n'est pas dans ces calculs, de ces schémas proportionnels. Nous sommes en octobre 2006 et je suis parmi les journalistes choisis par le président Kabila pour l'interviewer à la veille du 2e tour. Nous sommes 4. Kibambi Shintois et tout le reste. Mais le vieux Kibambi m'a posé une question, il dit, mais
qu'est-ce que toi tu fais à cet âge pour être ici? Je lui dis, mais dans les ciels, il y a toujours la place pour les étoiles. Mais pour y arriver, ça veut dire qu'il devait y avoir un parcours. Il ne faut pas venir, puisque j'ai 20 ans et on vous dit oui. C'est lorsqu'on vous dit non, justement, que vous vous remettez en question, que vous vous imposez, que vous commencez à avancer, puisqu'ici, moi, j'ai l'impression... Il n'y avait pas quelqu'un derrière vous qui non, vous a, comme on dit à Kinshasa, pistonné. Je veux vous dire, madame, même votre arrivée ici à Biwania, quelqu'un qui a facilité. La Bible dit qu'as-tu que tu n'es reçu. Ça veut dire que tout ce que nous avons, nous les recevons de quelqu'un d'une quelconque manière que ce soit. Et donc aujourd'hui, moi je suis de ceux qui pensent que la jeunesse congolaise, qui a toujours été au pouvoir, s'il faut considérer l'âge, lorsque nous atteignions l'indépendance, nous sommes en 1960, Patrice Emery Lumumba a 35 ans, lorsque le maréchal Mobutu arrive au pouvoir, il a 35 ans. Lorsque Kasavubu est coopté président, il n'a que 40 ans. Lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir, il a 29 ans. Lorsque le plus vieux de nos présidents s'appelle Laurent Désiré Kabila, il a plus de la cinquantaine. Donc après, la question de l'âge ne doit pas, à mon avis, constituer la jeunesse. Je termine sur un point important, puisque nous les jeunes, nous pensons qu'être jeune signifie garantie du renouvellement. Nous nous trompons totalement. Nous sommes jeunes, nous ne pourrons changer que si nous avons les respects des valeurs, les respects de principes. C'est ce qui va faire de nous des hommes nouveaux, des hommes jeunes par rapport à la situation du pays. Je suis jeune, mais quand je viens, j'ai des habitudes vieilles et tout les restes. Je fais preuve de tout ce que nous dénonçons de vieux. En quoi j'aurais apporté du renouveau? Juste puisque je suis jeune? Non. Pas du tout. C'est très intéressant. Si on répond, on va sortir du débat. Je vais donner la parole à Pascal et c'est très intéressant cette problématique que vous avez soulevée, Monsieur Mouya et Monsieur Chauveau. On est jeune, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde le parcours d'Étienne Tshisekedi, parce que c'est lui dont on parle, on voit un jeune homme à 35 ans ou à 32, à 33 ans à l'indépendance, qui est très vieux, en fait. 28 ans, qui est très vieux. Quand on voit la manière dont il parle de Lumumba, qui représente, dans l'esprit en tout cas, à l'époque, la jeunesse, la fougue, etc., quand on voit la vision qu'il a de Lumumba, on a l'impression, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, de lire un vieux, d'entendre un vieux qui veut être conservateur, qui veut négocier, qui veut... Bon. Et au fur et à mesure de l'âge qu'il prend, on a l'impression que ses positions rajeunissent, deviennent plus courageuses, plus rentre-dedans, plus intransigeantes. Je ne sais pas si, Pascal, tu peux me compléter là-dessus ou tu es d'accord? Il y a un vrai problème là-dessus. Vous savez, dans nos partis politiques, comment sont organisés nos partis politiques? Les fédéraux sont nommés comment? Les membres du bureau politique sont nommés comment? Pour les rajeunissements dans nos partis politiques, il faut qu'il y ait des élections. Or, les Congolais refusent des élections. À l'heure actuelle, donc la Congolais, crise actuelle, il s'agit des leaders. Il faut qu'on puisse introduire la culture des élections. Mais si les partis sont tribaux. Oui, effectivement. On nomme des gens par rapport aux accointances. Pourquoi on refuse des élections? Parce que c'est l'État qui donne l'exemple. Parce que la crise actuelle que les Congolais connaissent, puisqu'il n'y a pas d'élection locale, municipale, nationale et générale. Pourquoi? Nous avons ici un député. Il ne peut pas nous contredire qu'ils ont adopté 250 millions de dollars chaque année pour qu'on organise les élections. Et maintenant, il n'y en a pas. Mais que doit faire la jeunesse? Si la jeunesse, et raisonnement, la jeunesse est instrumentalisée dans beaucoup de partis politiques à des fins inutiles. À des fins inutiles. Oh, il n'y a pas de valeur. C'est-à-dire qu'il faut introduire une culture dans nos partis. Or, la culture, il y a beaucoup de gens, pour eux, la politique, c'est les chop-chop. Allez-y. Mais vous voyez, nous sommes au niveau des arrangements particuliers. Il y a des gens, ils viennent signer puisqu'on dit, bon, la 5 ans garantie déjà. Quelle catastrophe communicationnelle quand même. J'aimerais le dire, quelle catastrophe communicationnelle d'avoir appelé cette séquence les arrangements particuliers. Ça fait penser aux petits arrangements. C'est-à-dire qu'on habitue la jeunesse et la politique, c'est allez-y vers les chop-chop, allez-y goûter au miel, et c'est tout. Et pourtant, nous devions, parce que moi je pense être peut-être bourgmestre. Je sais arranger, je pourrais peut-être arranger
Pourquoi aller à la députation nationale? Chef du quartier, je pourrais arranger, parce que j'aurai les moyens pour arranger le contrat. Moi, j'aimerais bien, puisqu'on parle de la jeunesse, cette jeunesse qui est utilisée, si je peux le dire, abusivement dans nos partis politiques et tout. Mais est-ce que cette jeunesse a compris, honorable? Ce n'est pas la faute également à nos papas, le papa dont a parlé Lézi tout à l'heure, puisque nous parlons d'Étienne Tshisekedi. Est-ce que pensez-vous vraiment qu'il a eu le temps d'expliquer? Parce qu'au sein de l'IDPS, nous trouvons également les jeunes qui sont là et qui sont prêts à tout parce que les vieux a dit, parce que les leaders ont parlé, mais est-ce que seulement ils ont eu le temps de comprendre? Lui a eu le temps de bien expliquer également le sens même de ce combat. Vous savez, madame, quand nous allons à l'école, nous en sortons avec des diplômes. Nous avons des présomptions des connaissances, entre guillemets, puisque vous pouvez avoir des diplômes. Moi, je commençais à exercer le journalisme, je n'avais pas le diplôme de journalisme. Mais après, même parfois, ceux qui en avaient n'ont pas reflété les diplômes qu'ils avaient. Ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, il y a une part de nous-mêmes en tant qu'ambition. Ça veut dire que dans les domaines politiques, si nous sommes toujours en train d'attendre de recevoir des leçons dites comme telles, puisque le parcours de Tshisekedi dont on parle aujourd'hui, en lui-même, c'est déjà des leçons. Est-ce qu'il fallait peut-être les formaliser ou est-ce qu'il fallait donner des cours particuliers? Non. Mais moi, je pense aujourd'hui, et c'était l'essence de mon engagement politique, je pense aujourd'hui que les jeunes Congolais ont pris conscience. Nous ne sommes peut-être pas nombreux, nous ne sommes peut-être pas encore très influents, mais les jeunes ont pris conscience. Nous, à l'Assemblée nationale, je dirige le réseau de jeunes parlementaires de moins de 40 ans, nous sommes 38. C'est presque les 10e de l'Assemblée. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour le peuple de voter des jeunes. Mais tout dépend maintenant de la marge de manœuvre que nous nous offrons d'abord dans nos partis, mais tout dépend aussi de notre comportement, puisqu'ici, c'est qu'il faut faire, madame. Ça ne concerne pas seulement la politique. Mais est-ce que nous avons des modèles? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons inspirer les autres, ceux qui nous regardent là maintenant, les jeunes qui ont 25 ans, ils disent « moi je veux faire la politique pour changer ». Vous voyez, donc il y a moyen aujourd'hui, c'est que nous devons faire, il faut qu'on s'implique activement, créer ce qu'on appelle masse critique. Ce qui est bien avec la démocratie, avec la tenue régulière des élections, c'est que nous revenons constamment sur les fouets du peuple. Donc nous sommes astreints aux résultats. Moi, pendant ma campagne, j'ai dit que Naya Kipona Libala, quand on vient pour le mariage, quand on se marie de manière indéfinie. On sait comment, quand on commence, on ne sait pas comment ça se termine, puisque le parcours est long. Si je dois atteindre 84 ans, il me faut 50 ans être élu 10 fois. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une relation de sérieux et de fidélité avec le peuple. C'est ça que nous voulons partager. Libala, c'est à vie. Ça veut dire que les politiciens, les chefs des partis devraient demeurer aussi jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc c'est bon. Bénédicte, j'aimerais poser une question parce que Pascal ne m'a pas répondu. Tshisekedi était un vieux jeune ou c'est les jeunes dont parle l'honorable Patrick Mouyaya ici qui sont des jeunes vieux? Autrement dit, est-ce que la jeunesse, c'est l'âge ou c'est véritablement les idées nouvelles que l'on apporte ou l'intransigeance et le courage que l'on apporte au combat politique? Merci Lézi, mais moi je pense que la jeunesse, c'est pas forcément l'âge. Mais la jeunesse, je pense que c'est les idées, c'est ce qu'on apporte. C'est les idées. Les idées, oui. C'est ça. C'est ça la jeunesse. C'est les idées. Qu'on apporte. Alors Mathie, notre jeunesse est aujourd'hui prête à pouvoir renverser la tendance. On est en train d'y aller malgré tout, bon gré, mal gré. Moi, je pense que oui. Parce qu'on voit aujourd'hui, les jeunes sont nombreux dans la lutte. Et je dirais aussi que les jeunes doivent être patients et ils doivent être conscients surtout. Parce que souvent, on s'emporte pour rien du tout. Alors... Pour rien? Justement, oui, pour rien. Beaucoup de jeunes s'emportent pour rien, ne savent pas justement c'est quoi le but, ne savent pas où ils vont. En fait, il faut savoir déjà dès le départ ce que je veux et pourquoi je veux le faire.
la jeunesse, ce n'est pas forcément l'âge, mais c'est les idées nouvelles. Il faut être patient et conscient. Et la jeunesse doit aussi se préparer. Pour vraiment montrer que nous avons lutté et voilà le résultat est bon. Lorsque tu parles de la préparation, moi j'ai un petit souci. Je me dis, la jeunesse doit se préparer. Se préparer, oui, mais elle ne doit pas être encadrée par ceux-là qui ont commencé les choses avant, ceux-là qui ont vu les choses avant, ceux-là qui ont de l'expérience. Bien sûr. Parce que tout à l'heure, on avait parlé même de l'héritage, non? Oui, exactement. Ils doivent se soumettre à l'encadrement de grands. Parce que, après tout, c'est l'expérience qui compte. Il faut se soumettre aux grands pour avoir des idées et Oui. faire Et le dans faire nos partis maintenant. politiques, vraiment, on voit que ces jeunes-là se soumettent. Pour un 5 000 francs, voilà, on est pour un losso, voilà. Vraiment, ils se soumettent. Mais par contre, les militants, eux, ils sont peut-être dehors. Ils savent jamais exactement ce qui se passe à l'intérieur. Oui, Pascal, là où peut-être les décisions sont prises, mais pour les militants, les combattants, c'est juste être là et servir de résistance. Pour rien. Pensez exemple. Regardez ce phénomène de parlementaires debout. Ce sont des jeunes gens qui se réunissaient au coin, vous discutant autour des journaux, et Tshisekedi a nommé les parlementaires debout. C'est-à-dire que c'était la voie de communication de messages du parti. Et ils sont partis par-ci, par-là. C'est-à-dire que... C'est pour quelle finalité? On Non, s'est mis sur un coin, on discute, et puis à la fin, c'est quoi? L'objectif, c'était quoi? C'est la communication de messages du parti à travers, dans tous ces coins-là. Et c'est Tshisekedi a nommé tous ces gens-là des parlementaires debout. Vous êtes des parlementaires debout. Et l'objectif pour le parti l'UDPS, c'était pour communiquer, faire passer le message du parti. Mais aujourd'hui, ça a pris de l'envol. Mais est-ce que le message passait réellement? Non, je suis un analyste. Il est renseigné. Tshisekedi. Il est Tshisekedi. C'est pour dire quoi? Que à l'UDPS, si vous y allez, vous allez trouver, il y a des gens qui, j'utilise le mot squatter. À l'époque, moi, je voyais des jeunes gens aller chez Tshisekedi toute la journée pour attendre les dernières nouvelles. Et vous informe qu'il y a tel diplomate qui est entré. Ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Et ne rien faire. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui se plaignent après. Ils participent, disons, à l'idée du parti et à l'information. Oui. Mais attention, le bouche à oreille, on sait. Je vous dis, c'est le parti, pas pour trop vanter, mais c'est le parti mieux organisé au niveau de la base. Revenons, c'est le parti le plus populaire, certainement le mieux organisé au niveau de la base. Je ne sais pas. On va revenir à vous, cher Patrick. Jimmy, revenons-en un peu à Étienne Tshisekedi, parce que le titre de l'émission, c'est Vive Étienne Tshisekedi. Essayons, dans les idées que nous développons, de toujours ramener... Moi, j'aimerais vraiment qu'on me réponde à cette question, puisqu'on est dans le débat jeune, vieux. Étienne Tshisekedi a-t-il rajeuni avec l'âge? A-t-il véritablement représenté les idées jeunes, les idées nouvelles, en avançant en âge? C'est ce paradoxe-là que j'essaie de comprendre par rapport au personnage que nous célébrons aujourd'hui. D'abord, en parlant de jeunesse, la jeunesse n'a jamais été un nombre d'idées. La jeunesse est un état d'esprit perpétuel dans lequel on vit. Même le général MacArthur, il dit que la jeunesse est un état d'esprit. Maintenant, jeune, vieux, vieux, jeune, Étienne Tshisekedi, je ne sais pas si on peut donner des critères à la jeunesse ou des critères à la vieillesse qui font qu'en analysant les actions, on puisse dire que ce dernier est jeune ou vieux. Néanmoins, si vous voulez comprendre quelqu'un, il faut d'abord voir les 5 personnes avec lesquelles il est le plus en contact. Ça va vous dire beaucoup sur la façon dont cette personne réfléchit ou agit. Je dis, en rentrant, bon, peut-être que c'est un débat, oui, je vais un peu revenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je voulais prendre la parole, mais bon, je voulais quand même écouter tout le monde aussi. La jeunesse dont on parle, on a dit ici que le président Mobutu est arrivé au pouvoir à 35 ans. Et même
paix à son âme, Papa Tshisekedi, était encore étudiant quand il a été nommé vice-ministre de la Justice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un espace qui n'était pas comblé. Et c'est à cette faveur que les gens accèdent au pouvoir pour la majorité dans notre pays, par le choix d'autres personnes. Et maintenant, on continue par la pérennisation du pouvoir. Mais le premier pouvoir de Mobutu, il prend le pouvoir par un coup d'État. Et derrière lui, il y a des Vlines de la CIA, il y a les Belges, il y a un nombre de gens qui, en fait, croient en la jeunesse. Parce que la jeunesse, finalement, c'est cette énergie. Voilà. Maintenant, quand vous me posez la question de savoir si M. Tshisekedi, paix à son âme, Papa Tshisekedi, était jeune ou vieux, mais regardez son énergie dans les années 60-90 et regardez son énergie dans les années 2005, 2006, 2010. Et vous pourrez me dire si un jeune marche comme ça, si un jeune parle comme ça, si un jeune agit comme ça. Quant aux idées, à la mutation, à l'évolution. Quant aux idées, ce serait un peu paradoxal que de dire que tout ce qui sort de sa bouche vient de sa tête. Parce qu'il a à cette position, vous avez des conseillers, vous avez beaucoup de gens qui vous donnent des idées, et voilà. Maintenant, c'est comment est-ce que vous interprétez ces idées qui vous sont données? Comment est-ce qu'on passe de l'analyse et de la conception à l'implémentation et l'exécution de ce qui vous est dit? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes au niveau de l'UDPS, mais je n'ai pas l'impression que ce parti a rajeuni. Je n'ai pas l'impression. Parce qu'il y a toujours ceux qu'on ne voit pas à la télé, ceux qui n'ont pas de fonction dans le parti, mais qui ont une très très grande influence, qu'on ne voit jamais à la télé. C'est eux qui tirent les ficelles. Et quel âge ils ont? On aimerait bien les voir. Je vais lire ce message pendant que M. Mouyaya reprend le micro. Il y a M. Dominique qui nous dit qu'il suit l'émission, il est content, mais la difficulté dans nos partis politiques repose sur le manque d'idéologie. C'est peut-être le seul pays au monde où on devient politicien pour s'acheter les maisons, les souliers et j'en passe. Contrairement aux politiciens de l'époque de 60, dont Tshisekedi et Gizenga, par exemple, Tshisekedi a laissé quoi matériellement? Presque rien. À cause de l'idéal. Êtes-vous d'accord? C'est un débat. C'est un débat puisque la politique, c'est une affaire d'ambition. Et l'idéologie, ce n'est jamais une génération spontanée. Ça veut dire que dans les sociétés occidentales, si vous regardez, la plupart de ces sociétés ont été construites d'abord économiquement par les monarchies. Quand vous aviez une royauté, quand vous aviez un empire, les empires régnaient de manière ininterrompue. Ça veut dire que ce n'était pas une question de mandats de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous avez des rois qui se succédaient en famille. C'est lorsque, avec l'industrialisation dans les 17e, 18e siècles, que les gens commencent à devenir autonomes, la République est née. La République est née et la divergence majeure entre ceux qui se réclament de gauche ou de droite réside dans le fait de la répartition de la richesse. Ce qu'on a produit, on les répartit comment? Est-ce qu'on favorise les pauvres ou le plus grand nombre? Ça, c'est la gauche. Est-ce qu'on favorise les plus petits nombres, les patrons? Ça, c'est la droite. Mais dans les cas qui nous concernent, nous n'avons pas encore atteint un niveau de maturité qui nous permettent de nous déterminer. Vous avez des libéraux, l'ARC, par exemple, d'Olivier Kamitatou, ou les PDC de Josué Ndundo. Ils ne sont pas sociodémocrates comme l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Mais justement, vous voyez qu'on n'a pas encore atteint cette maturité idéologique, puisque moi je pense que c'est une maturité qui viendra lorsque le pays aura atteint un niveau de maturité économique suffisante. Lorsque nous aurons créé, nous tous, l'État. Puisqu'ici, moi, je suis choqué. Quand on parle de l'État, on pense que c'est une entité qui est loin de nous. L'État, c'est une création commune. Vous contribuez, je contribue, on crée l'État et l'État repartit. Il privilégie les secteurs de la santé, de l'éducation. Là, on n'a pas encore créé. Vous voyez un peu, ça c'était de rapides commentaires sur ça. Mais pour en venir à ce qu'on disait par rapport à la jeunesse, des idées, bon bref, je ne veux pas me perdre dans le français puisque parfois c'est l'interprétation du français qui nous cause des problèmes. Mais moi je note un événement important et là, ça, je suis désolé de le dire, mais j'en étais pas très heureux aussi de voir
au retour du président Tshisekedi en juillet, que ce soit un vieux de 84 ans qui soit l'élément le plus galvanisateur dans la ville. Ça signifie que nous tous, nous avons échoué dans la manière de communiquer avec le peuple, de toutes parts. Vous savez, comment l'espoir doit être incarné par un vieux qui a 84 ans. Et ceux qui ont cru n'ont pas cru en l'homme en termes d'âge, mais ils ont cru à l'homme en termes des idées qu'il portait. C'est un événement important. Et je dois, peut-être qu'il y a un spécialiste de l'UDPS qui le dira mieux que moi, je termine par là, mais il y a 6 ans, nous ne parlions pas des Félix Tshisekedi, par exemple. Hein? Félix Tshisekedi. On n'en parle que depuis 2011. Je crois que là aussi, il y a un début de rajeunissement. Peut-être que les méthodes démocratiques, nous devons tous militer pour qu'elles s'ancrent dans nos partis. Mais je crois que c'est déjà une image en forme de renouvellement. Un autre spécialiste de l'UDPS, non. Le spécialiste de l'UDPS, il y a un élément, nous l'aurons Julie, tout à l'heure. Le temps peut-être pour nous de voir notre petit reportage que la rédaction a réalisé sur les parlementaires debout. Rameaux à main, autour de la tête également, ils en attachent aussi sur les véhicules et distribuent aux passants, un moyen facile choisi par les militants dits combattants du Parlement debout, casés derrière l'hôtel de ville de Kinshasa pour partager le deuil. Tshisekedi était pour moi un modèle, dit cet homme. Je n'ai jamais vu un homme politique comme lui. D'abord, c'était un incorruptible, constant, sa constance a payé pendant la Deuxième République. Grâce à lui, il y a aujourd'hui plusieurs partis politiques qui font même des déclarations à la presse. C'est grâce à Papa Tshisekedi. J'étais vraiment surpris d'avoir que M. Tshisekedi nous a quittés. J'ai compris les plus vite possible que si Tshisekedi est parti, ce n'est pas dire que la politique tombe. Tshisekedi nous a quittés, c'est normal, c'est pas quitté. Mais ce que moi j'espère en est que, avant que Tshisekedi puisse nous quitter, Dieu avait déjà préparé une autre personne pour le remplacer. Consternés, les parlementaires debout de l'UDPS ont cependant répondu au rendez-vous quotidien d'échange exclusivement des informations politiques, une initiative de leur leader, Étienne Tshisekedi, qu'ils souhaitent pérenniser. Au premier soir, je pleurais, mais au moment où je passe, j'ai dit non, il est immortel. Je ne peux pas encore pleurer. Je ne peux pas pleurer. Il est immortel. Mais est-il que je venais de parler au peuple congolais qui est souverain ici, que nous devons nous prendre en charge. Parlementer debout en plein air, sinon sous les arbres, l'œuvre va continuer, soutiennent les militants de l'UDPS en mémoire de Tshisekedi afin d'honorer son combat et sa vision de la démocratie et d'un état de droit au Congo-Kinshasa. On est donc qu'est-ce que l'on a au Congo, nous avons notre façon nous de pleurer, donc on voit la présence des rameaux, ça annonce le deuil, on sait que nous sommes dans un contexte de deuil. Tu as mis les rameaux sur le... Pourtant j'en avais dans mes cheveux, moi aussi, je me suis demandé ce qui s'est passé de l'entretemps. Ah, okay. Heureusement qu'on a encore le temps, hein. Si à Bruxelles commencent les hommages aujourd'hui, nous on a déjà aussi commencé et ça va se poursuivre. Voilà. Et nous sommes honorés par la présence du secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge de la communication. Secrétaire national. Hein. Tout à l'heure, on parlait des déficits communicationnels et tout, parfois par rapport à nos partis politiques, à d'autres mouvements aussi. Heureusement que M. Dory Doumbia est là, lui-même, hein, en personne, hein, pour nous dire beaucoup sur ça. Nos condoléances d'abord. Merci. Même si c'est partagé, n'est-ce pas? Tout à fait. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Alors avant que vous n'arriviez, il y a eu beaucoup de questions qui ont défilé et qui continuent à défiler parce que le peuple congolais d'ici et même d'autres personnes de bonne volonté, les amis des Congolais, ont aussi intérêt à ce que ça aille mieux au Congo. Alors parmi les questions qui me reviennent comme ça à l'esprit, c'est l'idéologie qu'Étienne Tshisekedi lègue. C'est quoi l'héritage d'Étienne Tshisekedi et qu'en est-il de son successeur d'abord? Merci pour la question, merci pour l'invitation. Avant toute chose, je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs et m'excuser pour le retard.
Et avant de répondre aussi à votre question, je voulais d'abord exprimer toute notre pensée émue à l'égard d'abord de l'épouse de notre président, Mama Marthe, à ses enfants, à sa famille biologique, ainsi qu'à sa famille politique. Ensuite, je voudrais vraiment, moi personnellement, saluer et m'incliner devant la mémoire du président Etienne Tshisekedi Ouamulumba, parce que, comme beaucoup l'ont dit, comme vous le savez, c'est vraiment un monument, une icône qui nous quitte au moment où le pays en avait vraiment besoin. Nous sommes au croisé des chemins. La situation politique est celle que vous connaissez. Voilà qu'il part, il nous laisse un héritage. Et cet héritage, c'est quoi? D'abord, pour les partis, pour rebondir à votre question, l'UDPS, c'est un parti social-démocrate. Donc, nous fondons notre idéologie qui est exprimée dans notre projet de société qui s'intitule « Le peuple d'abord », où on met vraiment l'homme au centre de tout, au centre de la politique, au centre de nos préoccupations, au centre de notre action politique. Nous voulons, nous militons, nous combattons d'abord pour avoir la démocratie, pour avoir l'état des droits dans notre pays, qui va nous permettre de mettre en place une politique qui va élever les niveaux de vie de nos populations, voire les amener, les accompagner dans un bonheur que tout être humain est en droit d'attendre sur cette terre. Voilà un peu en gros, synthétiquement, l'héritage qu'il nous laisse. Et je dois dire, à l'UDPS, au rassemblement, à travers le pays, nous sommes orphelins. Nous sommes orphelins parce que le président Tshisekedi, ce n'est pas seulement un combat politique, mais c'est aussi une vision, une façon de voir, une façon de penser, une façon de se comporter. Surtout, il faut voir la rectiligne de son action, de sa pensée, la cohérence de sa pensée politique, et vous aurez compris que dans notre pays, nous n'avons pas, et nous n'aurons peut-être pas encore, les gens, en tout cas, les personnes de ces niveaux-là, de ces calibres-là et de cette envergure. On espère en avoir bientôt quand même. Oui. Mais je l'espère aussi. On espère en avoir bientôt. Une vision peut se pérenniser, c'est là qui est avantageux. Mais maintenant que vous êtes à la croisée de chemin, est-ce qu'on peut espérer que la succession se passerait sans couac? Absolument, il ne faut pas vous inquiéter. Moi-même, hier, on a fait une réunion du bureau politique du parti. Et ici, je tiens vraiment à les souligner, le caractère unifié. Je dois dire que tous les partis est unis, soudés derrière la famille. Et je pense que cet esprit-là, c'est cet esprit que le président voulait. D'ailleurs, la nomination de Jean-Marc Kabound, le nouveau secrétaire général, était vraiment dans cette optique-là, de réunifier le parti, de rassembler tout le monde. Et là, je peux vous certifier que le parti est rassemblé et uni, tous derrière la famille. Donc, nous sommes en période de deuil. Le parti fonctionne et fonctionnera comme il se doit. Après les deuils, nous passerons à ce que vous vous attendez. Je ne monopolise pas la parole. Nous savons que Tshisekedi, c'était un père. C'était un homme de paix. Ça, on reconnaît de lui. Et nous comprendrons mal que lors de ses obsèques, il y ait des échauffourées. Or, ça s'annonce déjà pas très bien. Qu'est-ce que vous, au niveau du parti, parce que on ne sera pas interrogé Kanyama qui n'est pas ici, il n'y a pas de policiers ici, les gens peuvent s'accuser mutuellement, mais qu'est-ce qu'au niveau du parti on fait un peu pour laver les cerveaux des militants, des combattants, des Congolais pour qu'on pleure Tshisekedi comme il se doit, en homme de paix, qu'on garde de lui? Voilà, c'est d'ailleurs l'objet de la conférence de presse d'hier du secrétaire général Jean-Marc Kabound. Après avoir brossé le tableau de la situation, il a vraiment lancé un appel d'abord à toutes les combattantes et à tous les combattants de l'UDPS pour leur signifier que nous sommes dans une période de deuil.
nous sommes dans un moment de recueillement, de méditation, de réflexion. Il en va que tout le monde puisse faire un effort pour que les choses se passent correctement dans le calme. C'est ainsi qu'on va honorer la mémoire de l'illustre disparu. Moi-même, j'ai eu le contact avec les forces de sécurité et les forces de l'ordre. Le parti, hier, on a créé, on a mis quelques commissions en place. Il y a notamment une commission qui travaille avec le service de sécurité pour essayer de voir comment on peut organiser tout ça dans le calme et dans la sérénité. Mais bien sûr, dans pareil cas, il peut toujours y avoir ici et là quelques excités, quelques gens qui sont emportés. Ça on peut pas garantir. Donc tout est mis en œuvre le plus possible dès actuellement pour que cette séquence se passe de manière la plus pacifique possible. Et je tiens vraiment à souligner qu'il y a le parti, il y a une commission du parti qui travaille avec les forces de l'ordre et de sécurité. D'ailleurs, le général Kanyama a été hier en personne à Limete où il y a eu de contacts et ça va continuer, ça continue. Peut-être au moment où je vous parle, les contacts sont... On suit un élément ou on pose la question? Non, on ne pose plus de questions parce que nous sommes presque à la fin. On prendra l'élément de Monique Tendai qui a eu à composer une chanson pour rendre hommage à Etienne Tshisekedi Lumumba. Après, honorable, on peut avoir votre dernier mot pour aujourd'hui? Non, disons que pour moi, d'abord, je considère, et vous avez vu le flot des communiqués qui ont suivi le décès du patriarche Tshisekedi, c'est une icône nationale. Et donc, ces obsèques, de mon point de vue, feront l'objet d'une organisation gouvernementale. Bien sûr, avec son parti, mais il faut nous organiser pour lui offrir les obsèques dignes des Sénats. J'ai suivi Vital Kamerhe hier dire qu'il faut le couronner pour son combat héros national. Pourquoi pas? Je pense qu'à plusieurs égards, il les mérite par rapport à l'idéal qu'il a porté de la démocratie, de la consolidation. C'est galvanisateur. Nous lui devons ça. Ces obsèques, sa mort constitue un enjeu de sécurité majeur. Puisque c'est le pays qui va se mobiliser dans son ensemble. C'est le monde, c'est l'Afrique qui va se mobiliser pour venir honorer l'homme qu'il a été. Mais c'est aussi l'occasion pour ceux qui étaient en train de faire des arrangements particuliers à la Senco, de saluer, d'honorer la mémoire du président Tshisekedi en allant droit dans les derniers combats qu'il a combattus. C'était laborieux, mais ici est donné et il nous reste très peu de pas pour y arriver. Il faut qu'on atterrisse, ce sera la meilleure manière politiquement d'honorer cette icône qui est tombée. Merci. On va passer le micro derrière. Oui. Mathie, rapidement. Un dernier mot pour aujourd'hui? Oui, un dernier mot pour aujourd'hui, bien sûr. C'est que je vais rappeler ce que j'avais dit, que le peuple doit se prendre en charge, surtout la jeunesse, qui doit se servir de l'héritage dont a laissé Etienne Tshisekedi. Monsieur Pascal. Le maître est parti, mais la lutte doit continuer pour la défense des valeurs républicaines, combattre les antivaleurs. Bénédicte. Oui, Etienne Tshisekedi est parti, oui, mais nous garderons toujours une bonne image de lui pour dire que c'était un homme qui a lutté pendant toute sa vie et qui nous a d'ailleurs légué ses plus grandes valeurs, entre autres le peuple d'abord. Alors le peuple d'abord, c'est un peu ça le dernier mot d'aujourd'hui. Merci. Monsieur Jimmy. Passez le micro, Bénédicte, devant. Moi, j'aimerais dire une chose. Tshisekedi est parti, c'est l'homme qui est mort, ce n'est pas le parti. L'UDPS continue. À ceux qui sont rassemblés à la Senco, ce monsieur, à son corps défendant, jusqu'à la dernière minute, il a lutté, bien qu'étant malade, pour voir quelque chose qu'il n'a pas vu avant sa mort. Il s'est battu pendant plus de 50 ans dans ce pays pour l'avènement de la démocratie. Et il a attendu jusqu'à ce qu'il ne puisse pas plus attendre. Parce que je pense que sa maladie était assez grave pour
l'évacuer. Il aurait pu partir un mois plus tôt. Il serait peut-être encore avec nous s'il avait été pris en charge assez tôt. Mais je crois qu'il est resté pour cet accord. Et que chacun puisse, vous qui êtes là-bas, mettre un peu d'eau dans votre vin, parce qu'on a perdu vraiment quelqu'un de très important dans ce pays. Et si vous pouvez même faire un monde honorable et nous trouver une solution en son nom, qu'on pourra peut-être appeler accord Tshisekedi ou whatever, pour lui faire hommage. Parce que quand quelqu'un est mort, il n'est plus mauvais, il n'est plus blanc, il n'est plus clair, il n'est plus noir. C'était juste un papa qui nous a quittés. Merci. Alors peut-être qu'on aura un peu plus de temps. On a un bonus de 15 minutes pour dire vive Étienne Tshisekedi, vive Yatiti. Nous pleurons nos morts en chantant. Nous sommes un pays de la chanson aussi. Nous passons comme ça nos messages, tous nos sentiments. Monique Tendai, en bonne compatriote, a composé un morceau pour dire à Chichi au revoir. On va prendre ce clip et revenir à vous. Voilà, c'est arrivé. En Afrique, lorsqu'un vieux sage meurt, on ne le pleure pas. On lui fait un kassala dans ma langue, appelé un poème honorifique. S'il vous plaît, stop it. Please. Arrêtons ces désordres qui se font maintenant à l'imiter. Pleurons ensemble cet homme avec honneur. Nous sommes attristés, oui. Quant à toi, papy, t'as toujours aimé que je fasse ça. Qui est issu de l'INA, hein, il faut le dire. On sait créer des artistes chez nous par l'enseignement, on sait leur donner l'inspiration, et ce morceau très 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 émouvant nous a été offert par l'excellente Monique Tendai. Elle-même est professeure aussi de musique, Lina. Bénédicte. Lina qui l'a formée. Moi j'ai tout compris, hein. Mais je vais quand même te laisser essayer d'expliquer ce que cette chanson En tout cas, moi je préfère pas que le balouba de gauche Jimmy, puisse nous expliciter la chanson. Mais je me fie plutôt à toi, Bénédicte. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Non, Julie, je suis en train d'essayer non pas d'expliquer, mais de dire un mot après cette chanson de Monique Tendai. Au fait, chez nous, le Luba, lorsqu'un chef meurt, on ne le pleure pas, mais on le vénère. À travers des poèmes honorifiques, tel a fait Monique Tendai, parce que Étienne Tshisekedi wa Mulumba était un grand
pas seulement un grand dans la politique, mais un grand aussi dans sa province, dans son clan. Donc voilà pourquoi nous le pleurons, nous le rendons des hommages et nous disons Forever Papa Tshisekedi wa Mulumba. Kassala, ça veut dire quoi? Parce qu'elle a commencé par dire Kassala. Kassala, c'est les honneurs honorifiques, okay. Donc le poème honorifique. Voilà, maman Dorcas. Bon, en fait, je connaissais, j'ai juste posé la question pour... Alors, Jean-Pierre. Alors, moi je voulais poser une question qui est posée par Monsieur Dominique Chibangu. Il a parlé, il faisait écho à ce que le député Patrick Mouyaya disait tout à l'heure. Il a dit, en effet, à 84 ans, ce monsieur est revenu l'année passée ou il y a 2 ans, et la capacité de mobilisation d'Étienne Tshisekedi était pratiquement incomparable par rapport aux hommes politiques congolais. Le député Mouyaya a fait référence. Et avant que vous arriviez, monsieur le secrétaire national adjoint, on a vraiment essayé de parcourir l'histoire d'Étienne Tshisekedi au travers de la jeunesse, les idées jeunes, les idées nouvelles. Le constat que l'honorable Patrick a fait tout à l'heure, je dis jamais honorable, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit cette fois-ci, le député Patrick Mouyaya l'a dit tout à l'heure. Ce paradoxe-là, monsieur Doumbia, c'est que Étienne Tshisekedi est décédé à 84 ans. Bénédicte l'a dit tout à l'heure, quand un homme de cet âge, un chef meurt, on ne le pleure pas, on célèbre sa vie. Or, on a l'impression, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai, je ne sais pas si elle est partagée, qu'on le pleure beaucoup plus qu'on célèbre sa vie parce qu'il nous laisse dans une période d'incertitude, dans une sorte de brouillard, dans une sorte de tristesse latente parce qu'on ne sait pas où on va. On se sent un peu abandonné, on a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'avenir. D'où vient ce paradoxe? Est-ce que l'héritage n'a pas été préparé? Est-ce que l'héritage n'a pas été anticipé? Est-ce que cette succession n'a pas été pensée? Voilà, merci pour la question. D'abord, la première réflexion qui me vient à l'esprit avant de répondre à cette question est que moi je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Là, on est dans le moment de recueillement, le moment de deuil. Après, on fera des évaluations. Après, on va suppiter. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, comme vous l'avez dit, le président Étienne Tshisekedi wa Mulumba le président Étienne Tshisekedi wa Mulumba a bien préparé son héritage. D'ailleurs, il faut voir l'évolution même du parti. Aujourd'hui, nous sommes avec le rassemblement. Je crois que tout a été dit ici, mais par rapport à ce qui venait d'être dit ici, il est allé même au-delà de ce que quelqu'un de normal aurait pu faire. En allant même, je n'irai pas jusqu'à dire au sacrifice suprême, mais peut-être parce qu'il a postposé ce voyage. Il aurait pu voyager déjà depuis un certain temps, mais il a voulu s'impliquer personnellement pour que le Congo avance, pour qu'on trouve une solution, pour qu'il n'abandonne pas, pour que son combat ne reste pas là. C'est vrai, l'héritage ou le combat est inachevé, mais nous sommes là, on va reprendre le flambeau, que ce soit chez nous, dans le parti, l'UDPS, le rassemblement ou même au-delà. Je crois même cet événement, vous savez, comme j'entendais derrière, comment on célèbre les morts chez nous, nous sommes des Bantous. Vous savez aussi que chez les Bantous, la célébration de mort, c'est aussi l'occasion de se réunir. C'est aussi l'occasion de se réconcilier. C'est aussi une occasion de peut-être faire le dépassement de soi, d'aller au-delà. Et moi, j'ai confiance à la classe politique congolaise. Je pense et j'espère que après le moment de deuil, après ces deuils, nous atterrirons, nous conduirons cette part qui est le Congo à bon port pour que nous allions de l'avant. D'ailleurs, je crois que
on est presque arrivé au bout. On est presque arrivé au bout parce qu'il ne faut pas confondre, nous ne devons pas faire l'amalgame des choses. Il y a un accord qui existe, qu'on a signé, qu'on a avalisé. Il y a juste les mesures d'application. Les mesures d'application, c'est quoi? C'est comme les règlements intérieurs à côté des statuts. On ne peut pas dire qu'on ne va pas exécuter les statuts parce qu'il n'y a pas de règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur peut être exécuté, les statuts peuvent être exécutés, même si les règlements d'ordre intérieur n'est pas là. Et s'il y a de manque au règlement d'ordre intérieur, il y a la loi. Pour ce qui est d'une société ou des ASBL, il y a la loi commerciale, la loi sur les ASBL. Mais en ce qui concerne le pays, la loi, c'est quoi? C'est la Constitution. Donc, et d'ailleurs, cet accord est en train d'être appliqué. Je vous rappelle que M. Roger Lumbala est dans nos murs. C'est grâce à cet accord. Moïse Monidela est... oui, je vois votre sourire. Les caméras n'est pas sur vous. Les caméras n'est pas sur vous. Il appréciera les sourires. Moïse Monidela, vous allez sourire aussi. Il est en liberté pour le moment. C'est grâce à cet accord. Vous savez, dans un accord, les uns font un pas vers les autres. Un accord ne doit pas être bon ou mauvais ou constitutionnel ou anticonstitutionnel. C'est un accord. On s'est mis d'accord et on va essayer d'aller de l'avant. Je suis content que vous n'ayez pas repris l'expression arrangement en particulier que je trouve catastrophique. Vous avez parlé de mesures d'accompagnement ou d'exécution. D'exécution, c'est parfait. C'est parfait ça. Ça aurait dû être adopté avant. Vous savez, péjoratif. À titre personnel, dans cet accord, j'ai toujours dit, c'est un mauvais accord, c'est un bon accord. Un bon accord, pourquoi ? Ça a évité à la RDC de tomber dans le chaos, dans la guerre civile et dans une situation insurrectionnelle. Un mauvais accord, pourquoi? Voilà, c'est écrit dans des termes juridiques approximatifs. Bon, voilà. On va pas. C'est le moment de deuil. En tout cas, merci beaucoup à tous en vos qualités respectives d'être venus agrémenter ce débat qui était beaucoup plus long que d'habitude, cher Dorcas, mais l'événement spécial Vive Etienne Tshisekedi. L'événement le méritait et comme d'habitude, on a une tradition ici. On laisse le dernier mot à Julie parce que Julie. Tu me permets de fixer rendez-vous demain ? Je te permets. Ok, merci, tu es gentil. Alors, nous, on vous retrouve demain. Donc, tonton Jaco et moi, on sera là demain pour les contes de ta grandeur à partir de 10h15. Et ça sera avec le pasteur Bondo de l'église La Borne. Merci au député Patrick Mouyaya pour sa disponibilité. Vous devez me dire pourquoi vous ne préférez pas honorable? Je le dis tout simplement, je peux le dire en deux phrases. J'estime que c'est un mot qui n'a rien à faire dans la représentation publique. Honorable, ça ne veut rien dire, ça veut rien dire du tout. Je peux dire que Julie est honorable et c'est ses actions qui la rendent honorable, ce n'est pas son titre. Donc, je suis du même avis que vous, voilà. Puisque je pense que les plus importants c'est la fonction, c'est pas les titres. Voilà, tout à fait. Donc on est d'accord, n'est-ce pas, monsieur le député? Alors, Julie, je te passe la parole. En tout cas, merci à vous tous. Merci, monsieur le député, pour votre disponibilité. Merci à Jimmy Chauve pour avoir répondu promptement à l'invitation. Et merci au délégué national adjoint de l'UDPS. Et merci à vous trois derrière, vous qui êtes de la maison, d'être venus. Julie, je te passe le crachoir pour le dernier mot. Nous avions dit vive Tshisekedi, mais la meilleure façon pour qu'il vive, c'est de pérenniser son idéal. C'est que nous militions chacun pour la paix. On ne rappellera pas à ceux qui sont de la Senco le rôle qui est le leur pendant cette période, mais surtout à nos populations aussi, à nos chers compatriotes, l'attitude de recueillement. Nous savons comment est-ce que nous pleurons nos morts, comment est-ce que nous vénérons les héros, comment nous vénérons les grands. Et ce fut un patriarche, il faut qu'il parte en paix, parce que c'est un homme épris de paix, n'est-ce pas? Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin. Continuez à pérenniser l'hommage et même la mémoire de Etienne Tshisekedi chez vous pour des générations à venir, pour que demain, on ne cherche plus des historiens, parce que vous serez là pour parler de votre pays. C'est très, très important. Au revoir et à très vite.